enregistrement. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, chers participants. Merci beaucoup pour la patience. Et encore une fois, toutes nos excuses pour ce léger retard de 10 minutes ou même de plus de 15 minutes, hein, accusé. On va se rattraper. Alors, merci beaucoup de vous être connectés dans cette session de webinaire Passeport pour l'emploi, une session hebdomadaire, pour l'indique, qui suit une certaine suite logique, en tout cas, sur la manière de superposer les thèmes. On a traité les thèmes de sorte que, voilà, que ça soit, en tout cas, possible, que ça soit suffisant. Alors, aujourd'hui, nous traitons le thème comment répondre à un appel à candidature. Donc, au dépôt de candidature, comment procéder, hein, comment faire un appel, répondre à un appel à candidature. Récemment, j'ai fait un appel à candidature sur 2 postes sur le marketing digital, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de soucis sur la manière de répondre à un appel à candidature. Pour l'essentiel, la manière dont ils ont répondu, c'est pas conforme en tout cas à ce qui doit se faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, les CV, il y a beaucoup de soucis. Ah, est-ce que ça m'amène à me demander est-ce qu'on applique en tout cas les informations que nous tenons de ces webinaires et des ateliers pratiques? Parce que pour beaucoup, si c'est un appel à candidature pour un autre employeur, ils sont écartés de ceci. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important, ces sessions que nous animons, qu'on puisse les mettre en œuvre, qu'on puisse les appliquer et derrière soumettre les CV pour qu'on puisse voir ensemble, même le dossier des candidatures, voir ensemble quelles sont les corrections à faire. Il est vraiment important. Aujourd'hui, après avoir fait le CV, la lettre de motivation, nous considérons que nous avons un bon dossier de candidature. Hein. Après aussi avoir fait la stratégie de recherche d'emploi, les réseaux, en tout cas, le développement des réseaux, comment on fait une recherche d'emploi sur Internet. Donc, on considère qu'on a un bon dossier de candidature. On a fait une recherche d'emploi qui aboutit, en tout cas, à une découverte d'offres avec le réseau d'offres de postes de candidature. Et là, nous allons déposer une candidature et cette session va nous permettre de voir comment déposer une candidature suite à un autre, le plus suite à un appel à candidature. Il y a un dépôt de candidature spontané, mais on va plus insister sur le dépôt de candidature suite à un appel à candidature. Donc, on va traiter de ce thème aujourd'hui avec M. Baïdjan, hein, qui est psychologue conseiller au niveau du CONOS, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Alors, je rappelle aussi que ces thèmes que nous traitons, notamment le dépôt de candidature, ça existe sur nos plateformes, hein, la plateforme FODE, la plateforme de Force N. Sur l'onglet employabilité, il y a possibilité de voir le dossier candidature qui, en tout cas, englobe, qui permettent, en tout cas, d'avoir des prérequis, en tout cas, d'avoir quelques informations sur le dépôt de candidature qui va peut-être bonifier ces échanges après que nous aurons à avoir avec M. Badia. Alors, voici en tout cas ce que je voulais dire en guise d'introduction. Je vais passer la parole à M. Baïdien qui va faire son introduction et par là démarrer sa présentation. Encore, comme je l'ai dit toujours, hein, le format, c'est très simple. On fait une présentation prétexte de 30 à 40 minutes pour démarrer les échanges. Ce qui est plus important, c'est les échanges pour pouvoir, on peut lever certains blocages et en tout cas, vous commencez par rapport à la candidature. Merci beaucoup à tous et bonne session. Ouais, vous avez la. Merci Babacar et bonjour à tout le monde. Est-ce que vous avez bien reçu le partage de l'écran? Oui, c'est bon. Merci Babacar pour votre introduction. Je pense que l'introduction que vous venez de faire montre à suffisance à quel point il est important aujourd'hui d'aborder la question de l'appel à candidature, qui est une question d'actualité aujourd'hui. Parce que ça ne concerne pas uniquement les demandes d'emploi ou bien des étudiants, même les professionnels aujourd'hui. Vous avez vu avec le nouveau gouvernement, beaucoup de CV ont été tout simplement éliminés parce que tout simplement, les gens ont mal répondu à l'appel à candidature. Et pourtant, c'est des travailleurs qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans de pratique professionnelle et jusqu'à présent, ils ont des soucis par rapport à comment répondre à un appel à candidature. Donc, c'est une formation, c'est une présentation aujourd'hui qui va vous intéresser en tant que jeune chercheur d'emploi, mais aussi en tant que futur professionnel tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, pour n'importe quel poste
pour lequel vous êtes intéressé, vous êtes jugé en premier lieu sur la forme et le fond de votre dossier de réponse à une candidature. Donc, merci Babacar pour cette introduction et je pense que c'est une problématique également qui va nous permettre de passer en filigrane la question du CV, la question de la lettre de motivation et les éléments liés à la personnalité. Je vous le dis et je vous le répète, 80% des réponses d'appel à candidature sont supprimées à partir du premier tri. Et lors du premier tri, on regarde la manière dont vous avez répondu, la forme, le fond, et ça renseigne à suffisance sur votre personnalité. Parce que le fait de répondre, ça montre si vous avez des connaissances, oui ou non, mais aussi ça renseigne sur votre personnalité, quel type de personnalité vous êtes, et vous allez vous en rendre compte tout à l'heure quand on va faire les présentations. Donc, je pense que c'est une problématique qui est très centrale et qui va nous permettre, avec les échanges, bien sûr, d'aborder beaucoup de points. Et pour ce faire, nous allons aborder 3 points. Savoir exploiter un appel à candidature. Parce qu'avant de répondre, il faut d'abord comprendre le demandeur, son besoin. Il a besoin de quoi? Celui qui lance l'appel. Il a besoin de quoi? C'est très important. Et je veux revenir très sommairement sur nous, les recruteurs, comment on fonctionne quand on élabore un appel à candidature. Quelles sont nos attentes et quels sont nos outils de travail. Et cela va vous permettre de pouvoir, en tout cas, ajuster votre appel à candidature par rapport aux attentes justement du recruteur. Alors, le deuxième point, c'est répondre adéquatement à un appel à candidature. Bien sûr, ici, le maître mot ici, c'est adéquatement. Parce que beaucoup d'étudiants répondent, beaucoup de demandeurs d'emploi répondent, beaucoup de jeunes travailleurs répondent à des appels à candidature, mais est-ce qu'ils ont répondu adéquatement? Et je pense que ce terme est très important et vous allez voir tout à l'heure pourquoi nous avons utilisé le terme adéquatement. Et le troisième point qui me semble essentiel et que beaucoup de gens négligent ou oublient, c'est faire le suivi d'un dépôt de candidature. Parce que le suivi renseigne à la fois sur votre motivation et votre sérieux. Il ne s'agit pas uniquement de déposer et d'oublier, mais il faut faire un suivi. Et le suivi également, il y a une procédure, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a également une manière également de fonctionner. Donc, de manière très sommaire, voilà les 3 points que nous allons aborder avec vous aujourd'hui. Savoir exploiter un appel à candidature, répondre adéquatement à un appel à candidature et assurer le suivi d'un dépôt de candidature. Savoir exploiter un appel à candidature. Alors là, nous avons préféré commencer par les erreurs qui sont commises très souvent par les jeunes chercheurs d'emploi. Bon, quelquefois par ignorance, mais d'autres part aussi par négligence. Parce que Babacar l'a rappelé tout à l'heure, vous allez voir des gens qui vont faire la formation, toute la formation, et qui vont persister dans leurs erreurs. Donc ces gens, on ne peut pas dire que c'est de l'ignorance, c'est peut-être de la négligence. Or, la négligence, c'est un trait de personnalité que les recruteurs n'aiment pas voir. Tu sais, mais par précipitation, parce que tout simplement, tu n'as pas donné suffisamment de temps, tu commets tout simplement ces erreurs et qui nous renseignent également sur votre état d'esprit au moment de répondre à l'appel à candidature. Alors, la première erreur, je vais... la première erreur, c'est de ne pas personnaliser l'appel à candidature. C'est très important parce que les candidatures passent partout. Les recruteurs n'aiment pas voir ça. Donc, vous allez voir des gens qui vont faire un dossier à la fois pour toutes les entreprises, vous voyez, pour tous les niveaux, pour tous les postes et pour tous les contextes. À chaque fois qu'on nous demande de dire, ah, il y a un appel à candidature, ils vont prendre le dossier et ils vont transférer, tout simplement. Et ça montre que tu n'es pas rigoureux avec toi-même. Ça montre que tu ne prends pas suffisamment de temps pour analyser les besoins et donner des réponses appropriées. Vous voyez, donc la précipitation et même ce qu'on appelle la nonchalance aussi, et ça fait apparaître cela. Donc, il faut toujours personnaliser la réponse
d'appel à candidature par rapport au contexte, par rapport aux besoins, par rapport à ce qui est demandé. Deuxième erreur que les jeunes commettent, ne pas mettre en avant vos compétences. Nous avons tous des compétences, mais la différence entre les candidats, c'est savoir valoriser ces compétences. Et si on n'a pas une bonne connaissance de soi, de son parcours, de son CV, ou bien même si on manque de confiance en soi, on a tendance à mettre l'accent sur nos faiblesses plutôt que sur nos atouts. Or, pour répondre à un appel à candidature, surtout par rapport à la lettre de motivation, après avoir montré aux demandeurs que je connais vos besoins, c'est important d'insister sur ce que vous savez faire. Peu importe si c'est dans le cadre d'une relation de travail ou bien tout simplement si c'est de manière plus ou moins informelle comme dans les associations ou bien peut-être bénévolat, etc. Il ne faut jamais négliger ces aspects-là, il faut les mettre et montrer que vous avez fait quelque chose et vous avez travaillé quelque part. Troisième erreur, c'est ne pas se relire. Je vous dis, la lettre de motivation, ça tient sur une page. Et je vous assure que quelquefois, à travers déjà l'exploitation de la lettre de motivation, vous pouvez vous retrouver avec déjà 10 fautes. 10 fautes. Déjà au niveau du titre, ils mettent des fautes. Au niveau de l'objet, ils mettent des fautes. Au niveau des paragraphes sur lesquels on va revenir, vous allez trouver des fautes. Et vous allez voir d'autres personnes qui ne vont pas mettre de signature. Et quand tu ne signes pas, c'est également une faute. Quand tu ne mets pas de point, c'est une faute. Quand tu ne mets pas de virgule, c'est une faute. Donc, un appel à candidature, quelqu'un qui a répondu, et déjà, on décompte 10 fautes rien que sur la lettre de motivation, on a tendance à classer ça. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne se donne pas le temps de faire suffisamment le travail. Et ça aussi, ça dénote une certaine personnalité. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous leur donnez 1 heure de temps pour leur dire, faites-moi ce travail, vous avez 1 heure de temps, ils vont tout faire pour le faire en 15 minutes. Et ça, c'est des habitudes qu'on a traînées depuis l'enfance. Vous allez même regarder en classe, hein, à l'examen, au devoir. Le prof vous dit, vous avez 2 heures de temps, et vous allez voir, pour certains élèves, leur performance, c'est, je l'ai fait en 15 minutes au lieu de 2 heures de temps. C'est comme s'il y a quelqu'un qui le poursuivait. C'est comme s'ils étaient en train de faire une course contre la montre. Donc, la précipitation, c'est un des aspects qu'on peut voir à travers les fautes qui sont commises sur la lettre de motivation. Donc, il faut toujours prendre le temps de relire entièrement votre lettre de motivation. Quelquefois, si vous lisez sur la machine, il y a des choses qui peuvent vous échapper. Mieux vaut imprimer, relire, et vous allez voir que quelquefois, il y a des coquilles que vous devez corriger avant d'envoyer votre lettre de motivation. Moi, c'est des choses sur lesquelles je ne badine pas. Quand je vois, par exemple, dans des concours comme l'ENA, quelqu'un qui a fait des fautes sur la lettre de motivation, la première question, ça porte sur les fautes. Comment on écrit tel mot? Si tu me donnes le mot correct, je vous dis pourquoi tu as fait une faute ici. C'est parce que tu n'avais pas fait suffisamment d'attention, tu n'avais pas pris ton temps. Quatrième erreur, ne pas respecter les instructions de candidature. Eh oui, parce que tout simplement, il y a des gens qui sont têtus. Vous donnez des consignes, ils comprennent vos consignes, mais ils vont vous dire, moi, je vais le faire comme je le pense moi. Et ça aussi, ça dénote un certain type de personnalité. Il y a des gens qui sont comme ça. Et même dans le boulot, vous allez voir, le supérieur hiérarchique, il vient, il dit, ce travail, il faut le faire comme ça, il faut respecter telle étape, et il faut le déposer dans tel endroit. Vous avez compris? Oui, on a compris. Et tu pars, ils vont faire, eux, ce qu'ils veulent. Ils vont renverser la démarche. Ensuite, ils vont déposer là où ils veulent le déposer. Et après, ils vous demandent, vos supérieurs hiérarchiques, de vous adapter à ça. Donc, l'appel à candidature aussi, ça permet de voir ces aspects-là. On vous donne des instructions pour vous dire ne pas déposer tant de lignes ou bien déposer, envoyer les CV uniquement par adresse électronique sur telle adresse. Et vous allez voir des gens qui vont envoyer sur cette adresse et ils vont imprimer et aller au niveau donc, de l'entreprise, déposer à main également, donner à d'autres personnes qu'ils connaissent. Ça veut dire que tu n'as pas respecté les instructions. Et pourtant, on vous dit dépôt en ligne uniquement sur telle adresse avant telle heure. C'est précis et il faut respecter les conseils.
malheureusement, beaucoup de jeunes, vous allez voir, ils ne vont pas respecter les consignes. Ne pas être réactif. Être réactif, c'est lorsque, par exemple, on vous dit, envoie-moi votre lettre de motivation avant demain midi. Mais il faut tout faire pour le faire avant demain midi. Mais vous allez avoir des gens, ils vont dire avant demain midi, oui, j'ai le temps, et ils vont attendre demain. Et demain à 10h, ils vont dire, je vais attendre 9h, 11h, 11h, je vais attendre 11h30. Et à 11h30, ils vont démarrer, ils vont se rendre compte qu'ils ne vont pas terminer à midi et ils vont appeler le gars pour dire, je vais accuser du retard. Ça, c'est vraiment être réactif. Quand tu es réactif, ça veut dire qu'il faut être plus ou moins spontané. Et ça, c'est des comportements également que vous devez avoir en milieu professionnel et qui sont évolués déjà à travers votre manière de répondre à l'appel à candidature. Ne pas adapter son CV au poste, parce que chaque poste aussi a ses exigences. Et pour chaque entreprise, il y a ce qu'on appelle la définition de poste. Avant de lancer un appel à candidature, si le poste de community manager est lancé pour une telle entreprise, on définit ce qui est attendu, les missions, ce que tu dois maîtriser comme travail, sur chaque jour, ce que tu dois faire comme travail, etc., etc. Et c'est à vous de voir par rapport à ce poste-là, moi, parmi toutes les activités que j'ai eu à réaliser, qu'est-ce que je vais choisir et mettre ça dans ma lettre de motivation. On appelle ça adapté donc, au poste. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle le respect des règles de confidentialité. C'est très important parce que les gens qui ne savent pas garder des secrets, aucun chef d'entreprise ne peut pas les avoir dans son espace de travail. Donc, si on vous dit l'appel à candidature, on vous l'envoie, vous, Babacar, et répondez, s'il vous plaît, mais n'envoyez pas cet appel à vos amis, à autres personnes. C'est confidentiel. Nous avons ciblé les personnes pour qui donc, les profils nous intéressent. Mais il faut respecter la confidentialité. Mais vous allez voir des gens, non seulement ils vont recevoir l'appel à candidature, et c'est écrit candidature, je ne sais pas moi, réservé à tel, et ils vont balancer ça sur les réseaux sociaux, ils vont avoir des amis, ces amis vont poster, quand on leur demande qui vous a donné ça, ils vont dire c'est Babacar, et bien on va dire Babacar ne sait pas garder de secret. Donc c'est très important, c'est cette règle-là, de savoir que c'est des choses qui reviennent très souvent, et avant même nous d'étudier le contenu du dossier de réponse à une candidature, on regarde ces aspects-là, et ça nous permet de nous débarrasser de plus de 80% des appels à candidature. Parce que tout simplement, il y a des aspects de forme. Donc, voilà un peu les erreurs qu'il faut vraiment éviter. Replacer l'appel à candidature dans son contexte, c'est très important, je l'ai expliqué tout à l'heure. La première chose à faire avant de répondre, c'est qu'il faut replacer l'appel à candidature dans son contexte. Et pour cela, il faut se mettre à la place du recruteur. Moi, j'ai eu la chance d'être à maintes reprises candidat à des postes, mais aussi j'ai eu la chance d'être à plusieurs reprises membre du jury de recrutement et de sélection. Ouais, et je sais comment nous, on fonctionne en tant que recruteur et quelles sont nos attentes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'appel à candidature, c'est juste un élément du processus. Et ce processus comporte 7 étapes. C'est important de connaître ces étapes-là et de se dire, ah, moi j'ai vu l'appel à candidature, mais cet appel-là est la 3e phase ou la 4e phase d'un processus comportant cette étape. Et ces étapes, c'est quoi, les recruteurs? Ils commencent toujours par définir le besoin. Ils se sentent peut-être qu'ils ont besoin dans l'entreprise d'un community manager. On appelle ça définition du besoin. Et quand ils se disent j'ai besoin d'un community manager, ils vont définir le poste. Ça dit que quand le gars vient, quand Babacar est recruté, qu'est-ce qu'il doit faire tous les jours pour son poste de travail? Et à partir de ce moment, s'ils sont ces 2 éléments, ils vont maintenant diffuser et lancer l'appel à candidature. C'est en ce moment que le candidat, que les jeunes là voient l'appel à candidature. Mais il y a tout un processus derrière. Donc, quand vous répondez à l'appel à candidature, vous devez vous dire que ces gens-là, ils ont besoin de quelque chose de très clair, de très spécifique, et je dois tout faire pour respecter ce processus. Et une fois les candidatures lancées, vous allez postuler, on va se retrouver avec 300, 400, 500 ou 800 candidatures, alors qu'on a besoin que de deux personnes. Forcément, on n'a pas le temps d'étudier
toutes ces 800 candidatures. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est un travail de tri. Et pour le travail de tri, on regarde ces éléments de forme-là, surtout les 8 erreurs-là. Chaque erreur commise par un candidat nous donne en tout cas, nous, l'opportunité de diminuer les candidatures. Et on trie jusqu'à avoir peut-être les 50 candidatures qui ont respecté la forme. Et sur ces 50 candidatures, maintenant, on va étudier le contenu pour voir un peu le fond. Donc, après le tri, qu'est-ce qu'on va faire? On va dérouler les entretiens pour vous dire qu'il y a toujours un lien direct entre l'entretien de recrutement et votre dossier de candidature. Parce que vous allez être interrogé au moment de l'entretien sur des questions que vous avez mentionnées, ou bien que vous avez oublié de mentionner, ou bien que vous avez mal mentionné dans votre dossier de candidature. Donc, c'est très lié. Le 5e point, c'est l'entretien de recrutement qui est intimement lié à l'appel à candidature. Et en 6e lieu, on va sélectionner. Sélectionner, c'est quoi? C'est qu'on va dire au boss, voilà les 3 candidats que nous pensons être les meilleurs pour le moment. Et c'est au boss de dire, parmi ces 3 candidats, je prends celui-là. Une fois que vous êtes pris, le 7e point, c'est quoi? C'est l'intégration. On va maintenant vous coacher sur comment intégrer votre nouvelle fonction, comment occuper votre nouveau poste et comment s'épanouir dans l'entreprise. C'est très important de se mettre à la place du recruteur et de connaître les étapes, les différentes étapes donc du recrutement. Et parmi ces étapes, il y a bien entendu la diffusion de l'appel à candidature et vous allez répondre et on va faire le tri. Donc les points 3 et les points 4 sont importants, c'est vrai, mais ils s'inscrivent dans un dispositif, dans un processus. Alors, maintenant, répondre adéquatement à un appel à candidature. Une fois que l'appel à candidature est lancé, il faut répondre adéquatement. Et répondre adéquatement, ça veut dire quoi? Lettre de réponse à un appel à candidature. Il faut une lettre. Et cette lettre-là, cela dépend. Babacar a évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'était euh, euh, réponse à une offre qui est lancée dans les journaux, etc. Ou bien est-ce que c'est une candidature spontanée? Est-ce que tout simplement tu as pensé que, vu ton profil, tu dois pouvoir travailler ici et tu viens déposer? Ou bien est-ce que tu as vu un appel qui est lancé et qui est publié dans les journaux et à laquelle tu réponds? Ça c'est différent. Et par rapport à chaque situation, il faut tout simplement adapter. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la demande manuscrite de participation à un concours. Donc, vous voyez ici que quand on dit lettre de réponse à un appel à candidature, c'est différent des demandes manuscrites. Beaucoup de personnes font ces erreurs. Vous allez voir que si c'est l'État qui recrute, par exemple, pour le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, etc., on vous demande toujours d'écrire une demande manuscrite. Et la demande manuscrite est tout le temps adressée aux supérieurs, aux ministres, etc., même si par ailleurs on sait que pour la plupart du temps, ils ne vont pas le lire, mais c'est des formalités. Par contre, pour l'appel à candidature, en général, c'est les DRH, les directeurs des ressources humaines, le bureau des ressources humaines, qui lancent ça avec des spécifications bien réelles, avec des attentes qui sont très clairement identifiables. Donc, répondre oui, mais il ne faut pas confondre demande manuscrite et lettre de motivation. Ce n'est pas la même chose. Et dans le cadre de ce module, on va mettre le focus particulièrement sur la réponse à un appel à candidature, sur tous les aspects liés à la lettre de motivation. Le CV, on ne va pas revenir sur ça, mais peut-être sommairement, on va l'aborder dans les discussions. Alors, nous allons faire peut-être parcourir une étude de cas donc, que j'ai préparée sur un appel à candidature et vous allez voir comment ça se présente généralement. Regardez, avis de recrutement de community manager. Ça dit que le poste, le profil est précisé dès le début et c'est très important. Avant de vous fatiguer de regarder, ces gens-là, ils demandent quoi? Ils demandent quel profil, ils ont besoin de quel type de travail. On nous dit ici, l'ONG Aprofes, etc., est à la recherche d'un community manager. L'ONG Aprofes est une organisation féminine de défense des droits tel. On vous présente sommairement l'ONG, reconnue officiellement par son arrêté tel du 20 2010 et intervient dans le souci d'améliorer le niveau de vie des femmes aussi bien rurales qu'urbaines et de renforcer leur participation dans toutes les actions de développement. Vous allez voir que beaucoup de candidats ne vont pas laisser ces aspects.
Et pourtant, si vous allez en entretien, on va vous poser des questions pour voir est-ce que vous connaissez les missions de l'ONG. Et pourtant, dans même la lettre de motivation, vous êtes obligé, vous avez l'obligation de montrer que vous connaissez les missions de l'ONG. C'est très important. Parce que tu peux maîtriser le métier, le poste, mais que toi, tes valeurs ne correspondent pas aux valeurs et aux principes qui sont défendus par l'organisme, par l'entreprise ou bien par l'ONG. Donc, c'est important de prendre son temps et de comprendre les missions. Elle a pour objectif général promouvoir et protéger les droits des femmes au Sénégal à travers des actions de développement durable, etc. Et là, on vous donne un résumé du poste. Sous la supervision directe de la directrice du programme, le ou la community manager aura pour mission d'assurer l'animation des plateformes digitales de l'ONG et de réaliser des conceptions graphiques telles que des banderoles, des affiches, des fils d'activité et autres supports de communication. Voilà, de manière résumée, ce qui est attendu de vous une fois vous êtes recruté. Et là, c'est important parce que vous allez voir des candidats qui ne vont pas maîtriser tout ce qui est demandé à travers l'appel à candidature, mais qui maîtrisent quelque chose. Il faut se lancer. Il ne faut jamais se dire que ils ont énuméré 4 points. Sur les 4 points, j'ai maîtrisé 3. Comme je ne maîtrise pas le dernier, c'est pas sûr, je ne vais pas postuler. Non, même si vous maîtrisez un seul point parmi les 4 qui sont annoncés au niveau de l'appel à candidature, il faut tout simplement, postuler parce que l'ONG, l'entreprise également, a des missions de formation et d'accompagnement pour ces travailleurs pour qu'ils se développent sur le plan professionnel. Et là, vous allez voir que maintenant, on liste maintenant les tâches et les responsabilités qui sont attendues. Participer à l'animation, au développement des sites web, participer à l'élaboration du plan d'action, etc., etc. Ça, c'est les tâches et les responsabilités qui sont attendues de vous. Les compétences maintenant. Toujours dans l'appel à candidature, vous allez voir, on va préciser les compétences. Et parmi les compétences, il y a 2 aspects. Il y a les diplômes que vous avez, compétences, et il y a vos qualités personnelles, vos valeurs et vos personnalités qui sont demandés. Et pour les diplômes, on dit être titulaire du BFM TER ou bien équivalent. Avoir une qualification. Et c'est là où maintenant vous allez voir la différence entre le diplôme que l'université ou l'école vous délivre et la qualification professionnelle qui est délivrée à travers une certification, comme les certifications, par exemple, de Forcel. Et vous allez voir beaucoup de jeunes qui vont dire, ah, j'ai un master. Mais le master, ce n'est pas la qualification, c'est différent. Donc, si vous avez le diplôme et la qualification, vous avez plus de chances d'être retenu que si vous avez uniquement le diplôme, même si c'est un master ou bien une thèse. Avoir une bonne culture des médias sociaux, oui, avoir une parfaite aisance rédactionnelle, etc. Ça, c'est pour ceux qui pensent qu'ils sont informaticiens, ils sont scientifiques, ils n'ont pas besoin de lire ou bien de savoir écrire. Non. Le milieu professionnel, il y a ce qu'on appelle l'écriture professionnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes scientifique que vous n'êtes pas obligé de maîtriser le français ou bien d'écrire correctement. Là, quelquefois, on vous demande aussi d'avoir une certaine maîtrise pour certaines applications. Et c'est là où votre curiosité va vous venir en aide. Maîtriser Photoshop, Illustrator, etc. Ce n'est pas forcément des applications qu'on vous enseigne dans votre formation pratique, mais vous allez voir certaines personnes par curiosité ou bien certaines personnes même qui vont payer des formations d'une journée de 2 heures également pour maîtriser ces logiciels. Et ça, c'est un atout. Ouais. Et pour les qualités personnelles, avoir un esprit créatif et sensible, être enthousiaste, être organisé, avoir la culture de la confidentialité. Et tous ces aspects-là, avant de vous voir, on peut les apercevoir à travers votre réponse d'appel à candidature. On peut voir si vous êtes créatif, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes organisé, si vous respectez la confidentialité. Ouais. Est-ce que vous savez faire attention aux détails? S'il y a beaucoup de fautes, c'est parce que vous ne vous souciez pas aux détails, etc. Est-ce que vous êtes rigoureux? Toutes ces choses-là, vous voyez que c'est listé dans l'appel à candidature, mais avant de vous voir, on a une idée déjà à travers la manière dont vous avez répondu. Les langues, c'est important. Aujourd'hui, si vous voulez maximiser vos chances de réussite et d'insertion, il faut maîtriser l'anglais. Et ça, c'est un conseil que je vous donne par expérience. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont passer à côté des opportunités parce que tout simplement, ils ont négligé l'anglais. Surtout lorsque vous êtes dans des domaines comme l'informatique ou le digital. Et on termine pour dire, délai de dépôt de candidature le 30 mai à 13h. On a dit 13h, pas 13h05, mais 13h.
Et les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer le dossier de candidature uniquement à l'adresse mail suivante, recrue.aprofes@gmail.com. Le dossier de candidature est composé de, on a cité 2 éléments, une lettre de motivation adressée à la directrice exécutive de l'ONG, un CV actualisé, pas votre CV de 2023, mais un CV actualisé, c'est-à-dire un CV de juillet ou bien de août 2024, avec la mention à la fin du CV, actualiser le tel. C'est très important, avec la mention community manager, c'est-à-dire qu'il faut toujours préciser le poste pour lequel vous postulez. Alors, voilà un peu de manière résumée un exemple d'appel à candidature. Et pour répondre, vous devez faire un dossier. Et dans ce dossier, il y a 2 éléments qui sont attendus, la lettre de motivation et le CV. Je ne vais pas revenir sur le CV, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais insister particulièrement sur la lettre de motivation parce que ça pose beaucoup plus de problèmes aux jeunes aujourd'hui et même aux travailleurs. Parce que la lettre de motivation, ce n'est pas une lettre ordinaire. C'est très important. Alors, donc, pour la lettre de motivation, regardez bien. Quand moi, par exemple, je partage mon expérience. Quand j'analyse ou j'évalue une lettre de motivation, je regarde 4 aspects. Quel type de lettre le candidat a rédigé? Est-ce qu'il a respecté les éléments de forme? Est-ce que dans la lettre, toutes les rubriques, les rubriques principales sont présentes? Est-ce que dans la lettre, il y a 4 paragraphes? C'est 4 paragraphes. C'est très important. Type de lettre. Si vous confondez candidature spontanée et réponse d'offre, j'élimine. Respect des éléments de forme. Si vous mettez la lettre en 3 pages, 2 pages, j'élimine. Je n'ai même pas le temps de regarder. J'élimine. Ensuite, je regarde, est-ce que si ces 2 aspects sont respectés, je regarde les rubriques. Est-ce que les rubriques de la lettre sont bien respectées? Le lieu, la date, le nom et titre du destinataire, est-ce que ça apparaît? Est-ce que nom et adresse de l'entreprise vous voulez déposer à Sedima, est-ce que vous avez précisé l'adresse de Sedima dans votre lettre de motivation? Oui ou non? Objet de la lettre, est-ce que vous avez précisé candidature au poste de community manager ou bien est-ce que vous avez dit tout simplement objet candidature? Je regarde ça. Division du corps du texte en 4 paragraphes. Ensuite, est-ce que vous avez signé? Je parcours pour voir est-ce que ces aspects-là sont là. Si c'est le cas, et je regarde la dernière étape, les paragraphes maintenant, les contenus. Ouais. Mais si ces aspects-là ne sont pas respectés, je ne vais pas me donner la peine peut-être de poursuivre. Je vais tout simplement classer, on appelle ça le tri des candidatures. Et pour le tri, on s'appesantit sur les aspects de forme d'abord. Il a confondu les types de lettres, j'élimine. Il n'a pas respecté les éléments de forme, j'élimine. Dans la lettre, certaines rubriques principales ne sont pas là, j'élimine. Mais si la lettre, le type de lettre, c'est OK, les aspects de forme, c'est OK, les rubriques, c'est OK, je vais mettre ça dans le dossier et je vais étudier en profondeur pour regarder les paragraphes. Et pour les paragraphes, il y a 4 paragraphes. Le premier va préciser le poste que vous avez que vous demandez, où vous avez vu l'appel d'offres, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous connaissez de l'entreprise et qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise. Premier paragraphe, tu précises ça de manière résumée. Et deuxième paragraphe, maintenant, tu viens pour dire, maintenant, après vous avoir décrit vous, je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait en termes de formation, ce que j'ai comme diplôme, comme compétence et comme potentiel. Deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, je vais vous dire maintenant qui je suis en termes de personnalité. C'est différent des diplômes. Et en quatrième élément, je vais mettre la formule de politesse. C'est aussi simple que ça. Premier élément, je vous montre que je vous connais, vous, l'entreprise, et je sais ce que vous voulez. Je précise ça dans le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, je vais parler de moi. Moi, qu'est-ce que je peux vous apporter? 3, je vais vous dire qui je suis en termes de valeur de personnalité, etc. Et quatrième paragraphe, je formule avec les trucs de politesse. Voilà un peu les éléments de forme. Et si vous regardez un peu la structuration de la lettre de motivation, les éléments de forme, c'est très important.
Dans la vie, c'est comme ça, hein. Même pour épouser une femme, avant de connaître les valeurs, les qualités de la personne, c'est la forme d'abord, de loin. Pour épouser un homme, c'est la même chose. Pour louer un appartement, c'est la forme d'abord. Donc, si la forme ne va pas, tu ne vas même pas t'intéresser au contenu. C'est pareil pour la lettre de motivation. Je regarde d'abord la forme. Et vous regardez ici, il y a 10 éléments dans la lettre de motivation. Là, on met tout ce qui est lié à votre adresse. Babacar Top, c'est pas tel, force N nangam nangam. Deuxième point, tu mets tout simplement le destinataire. Tu t'adresses à monsieur le directeur général de l'ONG, tel. Et troisième, là, tu mets la date. Troisième point. Quatrième point, tu mets l'objet. Tu vises quel poste? Objet, candidature au poste de community manager. 5, tu dis mais monsieur ou madame, virgule. Et là, on a les 4 paragraphes. Tu mets les 4 paragraphes, après tu signes. Et très clair, vous allez voir que quand c'est bien fait, ça attire et ça donne envie de poursuivre à connaître cette personne. Mais quand c'est mélangé, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est des écritures qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. On mélange tout. Mais voilà, ça renseigne sur la personnalité de la personne. Ouais. Donc, il faut retenir qu'il y a un lien étroit entre l'écriture et la personnalité de la personne. Les psychologues appellent ça la graphologie. La graphologie. Je regarde votre cahier de texte et je peux avoir une idée sur votre personnalité. Je regarde votre brouillon, je peux avoir une idée sur votre personnalité. Je regarde votre lettre de motivation, je peux avoir une idée sur votre personnalité. Parce qu'on écrit comme on est. C'est très important. Donc, si on devait faire la correction par rapport à notre appel à candidature, regardez un peu ce qu'on va faire. Peut-être tel, cité Almari 2, Kermentel, tu mets le numéro de téléphone et tu mets l'adresse mail. Attention maintenant à l'adresse mail, parce que quand tu me dis moussaboybandi@gmail.com, boybandi, quand même recruter un boybandi dans mon entreprise. Ouais. Et nous avons tous eu ces genres d'adresse mail. Le taupe, c'est pas moi, c'est pas moi, le délinquant, le tueur, quelque chose comme ça. Et peut-être ça reflète un peu notre état d'esprit adolescent qui voulait peut-être montrer que voilà, on est guéri, etc. Mais quand on est professionnel, on doit avoir un mail qui ressemble un peu à un truc de professionnel. Ensuite, à madame la telle, virgule, tu mets l'adresse pour montrer que tu as fait l'effort de connaître l'emplacement de l'entreprise. C'est très important. Sédiment, virgule, Rufisque Ouest, tel. On sait au moins que tu sais où se trouve l'entreprise. Et tu mets la date, objet, candidature pour le poste 2. Parce que ce n'est pas une candidature spontanée. Si c'était une candidature spontanée, vous mettez objet 2 points, candidature spontanée. Je dépose, mais je n'ai pas vu d'appel d'offres. Mais une fois que vous avez lu l'appel d'offres, il faut dire candidature au poste 2 et tu mets le poste qui vous intéresse. Parce que l'appel d'offres peut comporter plusieurs postes. Tu mets madame parce que vu que on a des directrices, il ne faut pas faire la confusion. Il faut écrire madame. Et croyez-moi, quand vous dites à un monsieur madame, il sera vraiment en colère. Ou bien quand vous dites à une dame monsieur, ça également, vous connaissez les conséquences. Il faut prendre le soin de connaître la personne qui est à la tête de l'entreprise et il faut ajuster. Et là, nous avons les 4 paragraphes que j'ai décrits tout à l'heure. J'ai appris avec beaucoup d'intérêt à travers le journal L'Observateur du 15/5/2024 que vous recherchiez un community manager pour votre organisation située à Dakar, spécialisée dans la défense des droits des femmes. L'ONG APROFES est connue pour les actions de promotion et de protection des droits des femmes au Sénégal à travers des activités de tel. Et je serai heureux de pouvoir travailler pour une telle structure. Je vous fais donc part de ma candidature. Et tout ce que vous avez dit sur l'entreprise, ça se trouvait déjà dans l'appel à candidature ou bien à travers vos recherches personnelles. Là, on sait quand même qu'au moins tu as fait l'effort de connaître l'entreprise. Et là, tu vas venir maintenant, tu vas parler de toi. Titulaire d'un BFM ou d'un diplôme professionnel en community manager à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, j'ai acquis une expérience dans le domaine de la communication digitale à l'agence Tigo de Rufisque, où je travaille depuis janvier 2024 en tant que stagiaire. Donc, il ne faut jamais minimiser, sous-estimer votre expérience en tant que stagiaire ou bénévole. Auparavant, j'ai occupé le poste d'infographe pendant 1 an, de janvier 2023
à décembre 2023 au GIE d'Ego de Kermassa en tant que bénévole. L'ONG se dit, non seulement là, le gars, il sait travailler, mais il sait offrir. On partage les mêmes valeurs parce que les ONG aussi, ils sont quelquefois dans le bénévolat, l'aide, le soutien. Donc, comme lui, il sait travailler, il a déjà offert ses services sans demander de l'argent, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et là, tu vas parler de tes qualités. Je possède un très bon sens du relationnel et c'est manager des équipes de travail pour atteindre des objectifs opérationnels. Je suis capable de m'adapter facilement à des situations nouvelles et réaliser avec rigueur les différentes tâches que vous voulez me confier. Et là, tu conclus. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et serai heureux de vous rencontrer pour vous exposer plus en détail ce qui motive ma candidature. Ouais, ça c'est l'appel du pied pour dire que si je veux gën a xam dëgg woo ma ñu jàkkaarloo man ak yow face à face loolu mooy entretien. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir agréer, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Voilà, on a les éléments de la lettre de motivation et tout ça sur une page bien rédigée. Voyez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la main parce que ce n'est pas une demande manuscrite. C'est permis également d'utiliser l'ordinateur. Et là, tant mieux parce que tu as tout le loisir de respecter les éléments de forme. Maintenant, en utilisant des polices qui sont des polices conventionnelles, comme Time New Renewals ou Tahoma, donc qui sont plus utilisées par l'administration de manière générale. Et dernier point, l'intéressé, et tu signes. L'intéressé, et tu signes. Donc, si c'est une demande que vous avez écrite par l'ordinateur, si vous avez une signature électronique, tu insères ça. Si tu n'as pas de signature électronique, tu peux imprimer, signer, scanner et envoyer. Bon, comme tu peux également quelquefois écrire tout simplement ton nom, bon, il y a des gens qui acceptent ça, mais d'autres qui préfèrent votre signature. Et c'est important donc de signaler ces aspects. Et je termine en 3 minutes. Je termine en 3 minutes. Sur le dernier point, assurer le suivi d'un dépôt d'appel à candidature. Quand vous déposez votre candidature, il faut toujours prendre le soin de faire un travail de suivi. C'est comme lorsque vous déclarez votre amour à une femme. Vous l'interceptez dans la rue, vous posez votre candidature, madame, vous me dites, ouais, tel. Ah bon, tu me vois, etc. Et tu parles. Ah, là. Donc, on verra. Et le plus important, ce n'est pas ce que tu as dit, mais le plus important, c'est le suivi que tu vas faire. Et les femmes, elles attendent ça. Qu'est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est sérieux? Et pour voir est-ce qu'il est sérieux, c'est-à-dire est-ce que tu vas relancer la personne? Comment tu vas relancer la personne? Et c'est ça qui est important. C'est la même chose. Après avoir déposé votre dossier d'appel à candidature, une semaine après, 15 jours après, bien, les gens, les entreprises veulent savoir est-ce qu'il va s'arrêter là ou bien est-ce qu'il va faire de petites relances. Et c'est pourquoi le suivi, c'est important. Les 4 règles d'or à respecter, c'est important quand vous faites des relances. Il y a une manière de le faire aussi. Et il faut savoir également rédiger une note de relance qui est différente de la lettre de candidature. Alors, les 4 règles d'or, c'est quoi? Envoyer un message de suivi. Le message de suivi, c'est un message électronique, hein? Email. Ça peut être également un SMS, mais c'est tout simplement un message de suivi. Donc, email, téléphone ou SMS. Personne n'aime un harceleur. Ça veut dire que maintenant, faire le suivi, ce n'est pas harceler la personne. Et si je reviens à l'exemple, déclarer votre amour à une femme, faire le suivi à une femme, ce serait de dire et Aïcha, comment tu vas? Ça va très bien. Ça fait 2 semaines, voilà, on ne s'est pas entendu depuis la dernière fois venue et tout ça là. Bon, c'était juste pour voir Nangotoge. Est-ce que voilà, tu as pris le temps quand même de réfléchir par rapport à ma demande? Ouais, c'est différent maintenant de lorsque, juste après le départ de la femme, tu envoies un message de suivi. Ouais, dans la journée, tu envoies 3 messages. La nuit, tu envoies un message. Le lendemain, 3 messages, etc. Quand tu es dans ça, tu es dans l'harcèlement. Ce n'est plus un suivi, mais c'est du harcèlement. C'est pareil pour les entreprises. Tu as déjà lancé un message de suivi. Ils t'ont répondu, tu n'as pas besoin
d'envoyer encore un autre message, d'envoyer un message au boss, d'envoyer un message au responsable des DRH, de dire à ton père d'appeler le boss et toi-même d'être présent physiquement. Quand tu fais ça, tu es dans le harcèlement et les gens, ils voient déjà un travailleur qui est qui ne respecte pas les éléments de forme. Donc, il faut faire le suivi, oui, mais quand c'est trop régulier, quand c'est trop forcé, vous êtes vraiment dans le harcèlement. Donc, la fréquence des messages, c'est important. Le ton du message, c'est important. Parce que ça, c'est une demande, ce n'est pas une obligation. Il n'a pas l'obligation de vous employer, il n'a pas l'obligation de vous prendre. Donc, la manière de formuler, ça doit être une demande, mais pas une obligation pour la personne. Vaut mieux être bref. Le message de suivi ne doit pas être long. Il y a des gens qui sont bavards, même au téléphone. Et les gens, ils sont pris dans les entreprises. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, quand tu fais un petit message de rappel au téléphone, allô, oui, bon, je suis bien au téléphone de telle entreprise, oui, oui, c'est ici. Donc, c'était juste tel pour vous appeler par rapport à ma candidature. J'avais déposé tel. Et je suis resté une semaine sans avoir de réponse. Je voulais savoir est-ce que les choses évoluent de votre côté, tel. Et tu t'en limites ça. Mais quand tu veux vraiment développer, comment tu vas, ça va, tu prends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, la personne a envie que tu raccroches. C'est important, donc il faut savoir être bref. La durée des appels, c'est important. La longueur des messages, c'est important. Et gardez bien les contacts de référence. Il faut toujours avoir un carnet d'adresses. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont déposé une dizaine, une vingtaine de dossiers de candidature. Et vous leur demandez, listez-moi 10 entreprises dans lesquelles vous avez déposé. Ils ne peuvent pas vous le dire. Parce qu'ils ne gardent pas de traces. Et il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui vous rappelle parce que vous aviez déposé et vous dit c'est l'entreprise Sédiment qui vous appelle, vous aviez déposé. L'entreprise Sédiment. Et ça montre que tu as déposé partout, tu ne sais même pas où tu as déposé. Donc, il faut toujours avoir un répertoire et de temps en temps regarder votre répertoire pour voir parmi les entreprises dans lesquelles tu as déposé, quelles sont les entreprises qui ont répondu et quelles sont les entreprises qui n'ont pas répondu. Donc, c'est très important de faire attention à ces aspects-là. Le rappel, oui, le suivi, oui, mais attention à ces erreurs-là que beaucoup de candidats commettent. Étude de cas de message de rappel, on va terminer sur ça. Quelqu'un qui a rédigé et un message de rappel pour dire, cher monsieur le directeur des ressources humaines, par exemple, de Sedima ou bien de Aprofes, je vous écris pour relancer ma candidature pour le poste de community manager au sein de votre entreprise. J'ai postulé pour le poste il y a 2 semaines et je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion d'examiner ma candidature. Je suis très intéressé par les opportunités offertes par votre entreprise et je pense que mes compétences et mon expérience peuvent contribuer à votre succès. Je suis convaincu que je serai un excellent candidat pour ce poste et j'aimerais avoir la chance de discuter avec vous de la façon dont mes qualifications correspondent aux exigences du poste. Si vous avez besoin de plus d'informations sur mon profil et si vous souhaitez planifier une entrevue, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour discuter à tout moment qui vous conviendra. Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre considération. Cordialement, Baïdien. Voilà un peu à quoi ressemble un message de suivi. Sur ces mots, je vous remercie de votre attention et j'attends la discussion et les échanges pour approfondir. Merci, Babacar.